Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, il y a des gens compétents qui vont prendre la parole après moi. Moi, je fais juste les claquettes pour remercier Lise, Alter, Antoine Ténière et Michel Salah de participer à cette table ronde. Et juste vous dire notre engagement auprès donc de France 2030, auprès de la communauté des entrepreneurs de la santé, autour de cette thématique extrêmement importante. On a pour ça un certain nombre d'outils, les appels à projets France 2030, le challenge prévention, on va y revenir, des fonds d'investissement, Innobio, le fonds patient autonome et un futur fonds prévention, tout le travail qu'on fait avec l'accélérateur et pareil Santé Campus, autour d'une thématique qui devient finalement un des grands axes de notre compréhension de là où on peut aider dans la santé. Il y a plein d'endroits, on l'a vu sur la bioproduction, on le voit sur les grandes thématiques de France 2030, mais je crois qu'un des endroits où tous collectivement, les différents acteurs que je viens de citer, on est en train de s'aligner et de vouloir passer une étape, c'est vraiment sur la prévention. Au fond, on constate tous que le système, il a atteint d'une certaine façon ses limites et qu'il va falloir le changer. Alors, il y a plein de gens qui travaillent pour faire avancer le système. Nous, on a envie d'une certaine façon de faire un peu la révolution. Alors, au début, on n'est pas très nombreux par rapport à tous les gens du système de santé, mais c'est comme ça que se mettent en place les révolutions. Donc, vous êtes d'une certaine façon avec nous les ambassadeurs de cette révolution de la prévention. Et donc, on a besoin dans ces instances, dans ces moments-là, de partager, parce qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux, parce qu'on commence cette bataille, de partager comment on va essayer de faire avancer ce nouveau champ de la prévention. Je vais laisser les gens qui savent en parler mieux que moi. Je vais vous dire juste de ce que moi j'ai compris. Je regarde Rosalie pour voir, et Chara pour voir si je ne dis pas trop de conneries. Elle commence à se dire « Ouh là là, il est tard, il va se lâcher ». Un des sujets pour moi, c'est quand même dans ce monde de la santé qui est extrêmement complexe, extrêmement puissant, extrêmement organisé aussi, comment on fait bouger les lignes. Et c'est vrai que l'attaquer de front... c'est difficile et on va continuer à le faire. Je regarde Lise, on va continuer. Mais on voit dans la prévention une thématique qui nous paraît porteuse par ailleurs, parce que nous, BPI France, on n'est pas l'administration, on n'est pas l'État, et donc on peut essayer de soutenir, d'aider les entreprises, mais au fond, on n'est pas un acteur public au sens administratif du terme. Par contre, on voit qu'autour de la prévention, il y a tout un champ de la prévention qui se déploie à l'intérieur de l'entreprise et où on voit des bonnes pratiques se mettre en place. Et on est en train d'ailleurs d'essayer de les internaliser nous-mêmes pour mieux comprendre pour comment la prévention dans l'entreprise peut être un facteur de compétitivité. Et au fond, comment on aligne les planètes entre la réussite économique, le bien-être de ses salariés et au fond le bien-être de façon plus large de la société, puisque l'entreprise, vous l'avez compris, c'est le sens de Big, c'est en fait un des éléments centraux de la société. Et donc ça nous parle à nous, BPI France, parce que parler avec les entrepreneurs, en fait, c'est notre métier. Et aligner en fait la transformation avec l'économie, c'est aussi notre métier. Donc si on arrive à mettre ce moteur-là en marche, évidemment sans rajouter des contraintes aux entrepreneurs, parce qu'il y en a déjà pas mal, mais en essayant de trouver les bonnes pratiques qui font encore une fois que sur l'accidentologie du travail, le bien-être au travail, tous les sujets que les entrepreneurs peuvent partager avec nous, si on arrive à mettre en place des solutions, on pense qu'on pourra probablement aider le système à avancer par les entrepreneurs, donc avec une vélocité aussi qui nous paraît intéressante, encore une fois dans une logique, et assumons-le, économique, c'est-à-dire qu'on peut faire le bien des gens et en plus améliorer l'efficacité de son entreprise. Et c'est ça que je crois on va essayer de réfléchir. Voilà, je regarde si j'ai dit conneries. Non, ça a l'air d'aller. Du coup, je ne vais pas en dire plus que ça et je vais surtout laisser les gens qui savent. Merci à vous d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à BPI France de mettre à l'honneur le sujet de la prévention à Big à de nombreuses reprises. Je pense que ça
peut paraître effectivement assez singulier, puisqu'on n'associe pas très fréquemment la prévention et le champ de l'économie, ou en tout cas de la tech. Et je pense que c'est un très très bon message que je suis très heureuse de porter aujourd'hui, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, ce sujet de la prévention. C'est-à-dire qu'on a tous conscience que c'est extrêmement important. On a ce sentiment, cette intuition que la prévention, ça ne peut être que générateur à la fois de marge d'efficience dans le système de santé, mais aussi de bien-être et de meilleure qualité de vie pour l'ensemble des citoyens dans tous les champs. Et puis évoquer, Paul François, le sujet de la médecine au travail notamment, effectivement, c'est un enjeu majeur. Mais le nerf de la guerre, c'est effectivement toujours de réussir à l'objectiver, à le démontrer, pour que ça puisse ensuite se traduire de façon très concrète dans notre vie au quotidien, et que ça puisse permettre aussi à l'ensemble des acteurs économiques, finalement, de se mobiliser, parce qu'ils sauront qu'il y a un business model et qu'ils réussiront aussi, d'une certaine façon, à être rentables. C'est aussi ça le nerf de la guerre. C'est un petit peu ce qu'on a souhaité amorcer avec vous, et notamment les acteurs de la French Care, Antoine, qui en témoignera également par l'accélérateur qui est porté avec Chara, et puis BPI France à travers France 2030. C'est vraiment, alors tu parlais de révolution, il ne s'agit pas de faire la révolution. En revanche, c'est très violent, la révolution. En revanche, il s'agit vraiment d'amorcer une transformation du système de santé. Et ça, je pense que c'est un des leviers que peut apporter l'innovation, que peut apporter France 2030. Finalement, c'est exactement ça. Comment l'innovation et comment ces investissements sur de la pluriannualité, qui finalement sont très compliqués à trouver dans le secteur de la santé, et on le voit bien aujourd'hui plus que jamais avec ces PLFSS qui sont donc annuels, c'est assez compliqué d'amorcer ces grandes transformations. Si on veut toucher aux modalités de financement et aux modalités d'évaluation qui vont permettre ensuite de dégager des modèles économiques derrière. Donc voilà, il nous a semblé collectivement, et on en discute avec vous tous depuis un petit moment, que ce sujet de la prévention devait être traité via France 2030. C'est la raison pour laquelle donc, on a annoncé ensemble le 28 août dernier le lancement d'une 5e stratégie d'accélération dédiée à la prévention dans le cadre de France 2030, et donc à travers un appel à projet notamment, alors pas que, je vais décliner un petit peu cette stratégie, mais donc opérée par BPI France, justement pour amorcer cette transformation. Donc cette stratégie, elle est financée à hauteur de 170 millions d'euros, et elle se décline en 3 grands volets pour, j'allais dire, être en phase avec la façon d'aller de la recherche jusqu'à l'industrialisation qui est portée dans le cadre de France 2030 de façon générale, et donc ici aussi, avec un PEPR financé à hauteur de 50 millions d'euros qui a vocation à améliorer la connaissance qu'on peut avoir de tous les déterminants finalement de la prévention et de la compréhension notamment d'éléments comme l'exposome, et puis la complexité effectivement des expositions, que ce soit environnementales ou autres, qui font que on peut travailler de plus en plus précocement possible pour éviter certaines pathologies, pour éviter certains risques, et par conséquent évidemment éviter aussi tous les coûts associés et les prises en charge. Ce qui rejoint évidemment ces enjeux d'efficience qui sont intimement liés à la prévention. Le deuxième volet, qui est un volet, je vais dire l'axe central de cette stratégie, financée à hauteur de 100 millions d'euros, et qui se traduit par donc, le fameux appel à projet opéré par BPI France Challenge Prévention, qui a la singularité d'être un appel à projet dédié à la démonstration de la valeur des innovations en matière de prévention. Alors il ne s'agit pas juste de faire un essai clinique, puisque là on est plus sur de la démonstration à large échelle, au sein d'une organisation de santé, pour démontrer en quoi une innovation technologique, quelle qu'elle soit, numérique ou non numérique d'ailleurs, couplée à une organisation territoriale, peut amener un bénéfice, pas seulement à l'échelle individuelle sur la base d'indicateurs cliniques pour un patient, mais à une échelle populationnelle, et en matière notamment d'efficience des soins, d'accès aux soins, d'organisation des soins globalement. Et c'est sur la base de cette démonstration à large échelle, avec des projets d'envergure, donc sur des thématiques extrêmement diverses, mais des priorités de santé publique, dont la santé mentale d'ailleurs, qui a été annoncée comme une priorité évidemment au niveau national. Alors pas que, bien sûr, vous allez voir que dans le texte du cahier des charges, il y a évidemment des priorités beaucoup plus larges, mais on se situe vraiment sur des objectifs de santé publique importants. Le troisième volet de cette stratégie, c'est un axe industrialisation qui va venir donc à travers 20 millions d'euros abonder l'appel à projet capacité industrialisation France 2030, donc vraiment pour aller toujours
selon cette logique d'amont vers l'aval, et puis la création de filières industrielles dès lors que la démonstration est faite. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette démonstration? Avant tout, des éléments très factuels sur l'impact de ces innovations en matière de prévention, qui vont aller de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais aussi travailler sur des enjeux de prévention personnalisée pour aller aussi toucher les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus à même, les plus à risque de développer telle ou telle pathologie, et aussi celles qui sont les plus éloignées en matière d'accès aux soins. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple dans le domaine de la vaccination, par exemple, on a beau avoir des vaccins extrêmement efficaces, on a beau avoir une prise en charge par la solidarité nationale, ça ne suffit pas toujours pour aller toucher les publics et les personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de prendre en compte dans ces enjeux d'innovation, c'est aussi la capacité à aller vers et à toucher vraiment les personnes les plus vulnérables, qui sont celles pour lesquelles on doit vraiment aller plus loin en matière de prévention, puisque c'est vraiment ces éléments de précarité notamment qui sont importants à toucher. Donc voilà un petit peu l'objectif. Et derrière, ce qui va être important, et c'est la raison pour laquelle la comitologie, si je puis dire, de cette stratégie inclut également un comité stratégique avec l'ensemble des autorités de santé, des administrations de la santé. Pourquoi? Parce que ça va être important de les embarquer dès le lancement de cette stratégie pour qu'ils orientent aussi d'une certaine façon en matière de grandes priorités nationales, notamment la NSM, la HAS, mais aussi Santé publique France, la CNAM, l'article 51, l'IRESP, l'ANSES même. Pourquoi? Parce que si on veut amorcer ensuite des changements en matière d'évaluation des innovations en matière de prévention, mais aussi des transformations en matière de financement du système de santé, c'est extrêmement important que ces autorités-là, qui auront évidemment un rôle très important à jouer dès lors qu'il faudra amorcer ces changements en matière aussi de financement et d'évaluation, puissent avoir anticipé tout ça et travailler avec nous dès maintenant au calibrage des projets et aux enjeux également de méthodologie pour pouvoir faire les démonstrations qui permettront ensuite d'alimenter ces évolutions futures. Donc voilà très très rapidement pour brosser un petit peu l'objectif qu'on poursuit collectivement à travers cette stratégie d'accélération France 2030, qui évidemment n'est pas la stratégie du ministère de la Santé en matière de prévention, mais qui est vraiment la brique innovation, si je puis dire, qui doit alimenter une stratégie ministérielle, encore une fois, parce que c'est du pluriannuel et parce que l'innovation aujourd'hui a un levier majeur dans un contexte évidemment de ressources extrêmement contraintes, de difficultés structurelles et budgétaires en matière de santé. Donc c'est important, justement, aujourd'hui, même si le contexte est compliqué, qu'on puisse amorcer des transformations. Donc encore une fois, pour conclure, il ne s'agit pas de faire la révolution, mais quand même d'amorcer un virage assez volontariste en matière de transformation de notre système pour vraiment intensifier ce virage vers le préventif. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses extrêmement importantes qui ont été dites. Peut-être partager quelques éléments supplémentaires avec vous. Les enjeux, les constats, j'y reviens pas parce qu'ils ont été largement décrits. Et donc, Lise a bien dit, on est en fait devant un système qu'on doit transformer. Donc c'est une montagne qu'il faut faire bouger. Et c'est une montagne qui est aujourd'hui ancrée dans un domaine dans lequel on est excellent, qui est le soin, mais qu'il faut arriver à réajuster parce que ça fait du sens sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan sociétal. Donc tous ces éléments, je pense que si vous êtes là ce soir, vous les partagez. On pourra discuter éventuellement de quelques aspects spécifiques, etc. On essaye de contribuer à documenter tout ça pour engager tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et surtout qu'on se met à plusieurs, je crois que vous le voyez ce soir, pour faire bouger ces éléments. D'abord, il y a des entrepreneurs et c'est ce qu'on voit avec l'accélérateur qui a été mis en place
de façon pilote et presque préfiguratrice finalement de l'appel à projet partenarial qu'il y aura dans la stratégie prévention, qui ont envie de faire bouger les choses. Il y a beaucoup de données de santé publique, de données médicales et beaucoup d'acteurs de soins qui ont compris ça aussi et qui ont envie d'alimenter ces évolutions. Il y a des grands acteurs industriels ou entrepreneuriaux, et notamment les grands groupes d'assurance, qui voient qu'il se passe des choses, qui voient qu'il faut y aller et qui ne savent pas forcément toujours comment prendre ce chemin, quels sont les modèles qui sont derrière, parce que ça fait partie des questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Et puis, il y a évidemment les pouvoirs publics, et Lise l'a bien rappelé, avec une attitude extrêmement volontariste de la stratégie, des ambitions, des financements, et donc des opportunités qui sont tout à fait inédites et qui n'ont jamais été aussi présentes, j'ai envie de dire, en France qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça nous engage tous ensemble à nous rassembler, aller dans le bon sens, et puis transformer ce système-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on y va? C'est pas simple parce qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer. On le voit bien, donc nous, avec Chara, avec toute l'équipe qui est là et que je remercie parce qu'ils ont été extrêmement actifs, on accompagne une vingtaine d'entreprises depuis un peu plus d'un an sur ce chemin-là. Des entrepreneurs qui ont évidemment déjà réfléchi à des modèles, des cas d'usage, de la façon dont ils pouvaient s'engager vers de la prévention. Et on voit bien qu'à chaque étape, il y a des questions qui sont importantes. Et donc, en plus d'arriver à faire ce chemin, à réfléchir ensemble, à trouver les bons modèles, à décliner des cas d'usage et puis ensuite à déployer des solutions, on a tout un système à éduquer dans tous les sens du terme. Évidemment, le domaine de la santé en général, qui même s'il comprend bien l'intérêt de la prévention, parce que c'est un principe assez basique, sur un certain nombre de maximes, etc., au-delà des enjeux scientifiques qu'on connaît maintenant, c'est pas forcément quelque chose de naturel. On l'a vu dans le travail qui avait été fait avec la French Care et les lecteurs de la French Care. Quand on compare sur le plan international les indicateurs qu'on va regarder dans le soin et dans la prévention, ceux qu'on peut exploiter et qui sont vraiment validés sur le plan international, il y en a une quinzaine. Et dans le soin, il y en a une multitude parce que c'est quelque chose qu'on fréquente et qu'on travaille depuis très longtemps. Donc il y a c'est un marqueur finalement de ce qu'on dit, c'est-à-dire la prévention, tout le monde voit, c'est évident, mais on ne sait pas forcément comment y aller. Donc il y a ce premier élément qui est d'arriver à poser des indicateurs, définir ensuite des ressources et des objectifs pour ensuite faire des démonstrations de preuves médicales, scientifiques, économiques, des cas d'usage qu'on va pouvoir déployer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'accélérateur avec une grande diversité de projets et d'entreprises extrêmement intéressantes. Au départ, il y avait 162 candidatures qu'on a réduit à une quarantaine qui ont pitché et puis 20 qui ont été sélectionnés, certains d'ailleurs sont dans la salle, pour ouvrir le capot et puis regarder ensuite comment est-ce qu'on pouvait s'engager vers des modèles qui amènent de la valeur dans l'ensemble des paramètres, médical, scientifique, etc. Et qui vont être finalement les premiers cas qu'on va pouvoir déployer à plus grande échelle et qui nous aideront ensuite, une fois qu'on a posé ces cas-là, à ouvrir, c'est un peu comme un rideau qu'on tire, et puis pousser encore un peu plus le rideau et arriver à paver ce chemin ensemble. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que cet appel à projet partenarial qui arrive aujourd'hui et qui a été lancé, ça va être, en tout cas je l'espère, un accélérateur très fort. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver la façon d'articuler des acteurs parce qu'ils savent travailler ensemble, parce qu'ils ont des objectifs communs et parce qu'ils sont accompagnés par des financements pour ensuite déployer des projets d'envergure sur l'ensemble du territoire et en faire ensuite un chemin qui est plus uniquement en termes et qui est pavé et sur lequel on va pouvoir déployer des indicateurs, des solutions larges, etc. Donc c'est ce chemin qu'on est en train de faire ensemble. Et c'est évidemment parfois frustrant, en tout cas nous on l'a vécu dans la discussion avec les entrepreneurs parce qu'on a envie d'aller vite, parce qu'on a envie que tout soit clair et parce que la plupart d'entre vous voyez bien les choses, mais que le temps que les pouvoirs publics définissent un acte, accompagnent une autorisation, regardent une évaluation, etc., c'est du temps qu'on
perd, entre guillemets, parfois. En tout cas, on peut avoir l'impression que ça prend du temps pour avancer sur différents sujets. Et donc, encore une fois, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au moment du démarrage. C'est un chemin qu'on fait ensemble. En tout cas, mon rôle, moi, c'est d'accompagner ça, de faire en sorte que les gens qui ont une vision commune puissent partager ensemble et faire ce chemin, éduquer tout ce système et puis à la fin transformer réellement le système. Donc on a pas mal d'exemples là dans les entreprises qui sont dans l'accélérateur, on pourra en rediscuter. L'idée aussi c'est d'avoir un petit échange avec vous, je pense à l'issue des prises de parole, pour accompagner ce déploiement et faire en sorte ensuite qu'on ait des vrais cas d'usage, des vrais déploiements à mettre en avant et qui puissent ensuite être des exemples pour des entreprises qui ont envie de se lancer, pour des hôpitaux qui veulent accompagner, pour éventuellement l'assurance maladie qui veut engager certains programmes, pour la HAS qui veut regarder ces éléments-là. Et c'est l'intérêt d'avoir mis en place, notamment dans le conseil d'orientation stratégique de ce programme-là, l'ensemble des parties prenantes qui peut à la fois abonder dans la réflexion, regarder les résultats, parce que vous êtes les premiers entrants de ces promotions et qu'on regarde évidemment de façon extrêmement rapprochée comment tout ça se passe, quelles sont les questions qui se posent, quels sont les enjeux qu'il faut ajuster rapidement et comment est-ce qu'on va plus loin. Et puis l'autre élément ensuite, c'est que la prévention, on va la penser dans différents domaines. Et donc, une fois qu'on a posé ces éléments-là, quand je disais éduquer et accompagner tout le monde, c'est vraiment faire en sorte qu'on enclenche ensuite la vitesse supérieure parce qu'on peut déployer dans les domaines qu'on a choisis. Ça peut être l'école, ça peut être l'entreprise, ça peut être les services publics. Et c'est là où on va toucher justement, notamment par le travail, beaucoup plus de monde et qu'on va pouvoir déployer des modèles. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a déployé ça, l'enjeu en santé publique, c'est de regarder l'impact qu'on va pouvoir créer, notamment sur le système de soins. Aujourd'hui, on a des évaluations, des estimations. C'est notamment un travail qu'on avait fait avec la French Care, de comprendre l'impact des initiatives de prévention sur la régulation des dépenses de soins, mais qui sont des modélisations. Et donc, ce qu'il faut, c'est voir, une fois qu'on a accompagné ce système à se transformer, quels sont les résultats réels de cette transformation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a créé en termes de prévention et comment est-ce que ça a modifié le fonctionnement du système de soins. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi de garder ça en tête parce que c'est le résultat final qu'on va vouloir rechercher. Voilà un peu les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, l'idée, c'est plus d'amener quelques données pour discuter. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si quelqu'un prend la parole derrière. Je crois que c'est Michel, voilà, et à qui je vais laisser le micro. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Si vous regardez dans les historiques du lancement, qu'est-ce qu'il a lancé? Ouais, il a ouvert, voilà. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pour avancer. Ouais, super. Merci. C'est bon. Ben, bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter des choses beaucoup plus terre à terre. C'est des travaux qui sont issus de la commission prévention. Des travaux qui sont issus de la commission prévention de la French Care. Vous savez, la French Care regroupe un certain nombre d'industriels impliqués dans le domaine de la santé. Et parmi les groupes de travail qui existent, un groupe s'intéresse plus particulièrement à la prévention et, disons, essentiellement la prévention médicale. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas la prévention routière, la prévention des accidents de travail, tout ça. Ça, c'est pas de notre domaine. On reste dans un domaine très médical. Alors, nous avons réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'effectivement, la prévention, c'est quelque chose de très difficile à trouver des prises. Vous voyez, c'est quelque chose de... le soin, on sait, il y a des maladies, ça codifie tout. Mais la prévention, c'est très vaste. Et donc, on a décidé d'inventorier, de recenser l'ensemble des actions de prévention qu'ont pu faire les membres de la French Care, de la commission prévention. Donc, et c'était très intéressant. J'anime cette commission. Pas toujours facile, je vous dis, parce que la prévention, c'est quelque chose de parfois un peu impalpable. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la diversité des horizons. C'est-à-dire de voir des gens qui sont issus du soin, comme moi. Ça, c'est
facile, si je puis dire, mais des gens qui font du digital, des gens qui font du dentaire, des gens qui font tout un tas d'autres domaines et qui vous apportent, qui vous expliquent qu'est-ce qu'ils font dans le domaine de la prévention, et ça éclaire beaucoup. Donc les membres nous sommes nombreux dans cette commission de prévention. Tout le monde n'est pas là tout le temps, mais néanmoins, nous sommes nombreux et assez intéressés. Voilà, je voudrais vous présenter quelques actions qui ont été recensées. C'est celles qui sont actuellement recensées par les différents membres de ce groupe. La première, c'est la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, que vous connaissez tous, et qui a un programme alors de prévention extrêmement ambitieux, qui existe depuis de nombreuses années. C'est vrai que les mutuelles sont toujours un peu à l'avant-garde de tout ce qui est prévention. Et on a choisi, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose avec Jordan, on a choisi le programme Viveoptime. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça. Je vais vous montrer une slide après, vous verrez, pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais c'est un accompagnement des personnes, un accompagnement personnel. La Fédération hospitalière de France a choisi un programme qui s'appelle Sport et Santé. On sait tous, et on le verra peut-être après, l'importance de l'activité physique dans la prévention médicale, le bénéfice qu'elle apporte. Je vous le rappelle, il est double. Il est effectivement en cardiovasculaire, mais ne l'oublions pas, aussi dans la prévention des cancers. WeThings, qui fait, vous les connaissez tous, les balances connectées, les objets connectés, qui ont un programme très intéressant avec une mutuelle du bâtiment sur un suivi grâce aux balances connectées et un suivi d'un certain nombre de paramètres biométriques. Et puis, nous, Cerba Alliance, où nous avons fait l'année dernière, et nous allons probablement le refaire cette année, nous offrons au grand public la possibilité de se faire dépister de la maladie rénale chronique à l'occasion de la semaine du rein qui est en mars de chaque année. Vous savez que la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est fréquente, qui ne fait pas mal. Et je voudrais juste vous rappeler qu'un tiers des patients dialysés apprennent leur insuffisance rénale au moment de la dialyse. C'est-à-dire qu'il s'est passé 10 ans avant où on ne les a pas dépistés. Et la dialyse, c'est 100 000 € par an. Donc effectivement, très important voilà. Donc c'était quelque chose qui nous intéressait qui m'intéresse à titre personnel. Voilà, les actions recensées, je vous les ai un petit peu, illustrées sur cette slide. Le programme Viveoptime est un programme, je vous encourage à aller voir sur Internet, est un programme très très intéressant qui mélange du digital et du présentiel, qui inclut un certain nombre d'acteurs de santé. À ce propos, je voudrais faire juste une petite remarque. On a parlé d'écosystèmes de santé, de professionnels de santé, d'HAS, de tout ça. Il manque une catégorie de gens qui sont très très importants dans la prévention, c'est les associations de patients. Les associations font énormément de choses et il faut les aider, il ne faut jamais les oublier. Ils sont volontaires, ils ne coûtent pas beaucoup d'argent et ils font beaucoup de choses. Voilà. Sinon, en deuxième partie, ce que je voulais vous présenter, ce que Antoine Ténière vous a un petit peu mis l'eau à la bouche, mais je voulais vous présenter l'étude qui a été commanditée par la French Care auprès du cabinet Asterès sur une modélisation. Alors, ça n'est qu'une modélisation, ça n'est qu'un travail de données, mais néanmoins, c'est extrêmement intéressant et surtout, les résultats sont tout à fait inattendus. Et je trouve que cette étude mérite une publicité la plus large possible auprès des décideurs, auprès des professionnels de santé, auprès du grand public, auprès de tout le monde. Parce que vraiment, si ce qui est dans cette étude, et elle a été réalisée de manière, je pense, assez sérieuse et réelle, l'influence sur les politiques de santé en termes de prévention, juste en termes de prévention, est très importante. Je vais vous donner, il y a plusieurs conclusions, c'est une étude très dense, très complète, mais soyons très clairs. On prend 4 indicateurs, faciles, qui sont assez évidents pour tout le monde: le tabagisme, l'alcoolisme, les dépistages, ce qu'on appelle les dépistages organisés, vous savez, c'est-à-dire le col de l'utérus, le colorectal et le sein. En France, c'est les 3. Et la vaccination par l'HPV, par le papillomavirus. On prend 4 indicateurs. Et on se dit, pour ces 4 indicateurs, la France, nous, on fait mieux que l'OCDE sur la vaccination HPV
et sur les dépistages organisés. On est bon en France, on est meilleur que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais malheureusement, sur le tabac et l'alcool, on fait moins bien que les pays de l'OCDE. Et donc, dans leur hypothèse, ils ont dit, si, alors on ne regarde pas comment on fait, ça, ce n'est pas le sujet de l'étude, mais si on arrive à modifier les comportements pour aligner l'indicateur alcool et tabac sur les moyennes des pays de l'OCDE, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est très surprenant. On fait des économies absolument incroyables, que ce soit en termes d'années de vie ou de gens sauvés qui ne sont pas malades, ou en termes, bien sûr, d'économies d'argent, d'euros, c'est absolument vertigineux. Et ce qui est vertigineux, c'est le tableau. Alors, je ne vais pas vous l'asséner comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il est 10 fois plus rentable d'investir 1 euro en termes de prévention dans la modification des comportements que dans les dépistages. C'est pas incroyable. On se dit, dépistage, ou la vaccination, c'est facile. Plus il y en a, mieux c'est. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais cet argent, ce même argent, si on le met dans des actions, et ça, je ne suis pas compétent pour les juger, mais des actions qui vont baisser le taux de fumeurs ou la consommation moyenne d'alcool en France, eh bien, les résultats sont 10 fois plus importants. Ça, c'est quelque chose de très important, et cette étude a beaucoup de mérite puisqu'elle montre ça. Elle montre beaucoup d'autres choses, mais j'ai voulu brièvement vous en faire état. Voilà, et à l'issue, il y a un certain nombre de préconisations des acteurs de la French Care dans le domaine de la prévention. On ne va pas les voir ici. Il faut retenir le numéro 1 que disait Antoine Tegna sur les indicateurs. On a vraiment besoin d'indicateurs parce que dans le soin, c'est entre guillemets, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup plus évident. Dans la prévention, c'est plus compliqué d'avoir des indicateurs mesurables, fiables, etc. Donc, voilà, je vous lirai vous prendrez le temps qu'il faut pour lire toutes ces recommandations. Mais voilà, je vous y engage parce qu'elles sont, à mon sens, assez pertinentes. Voilà, je vous remercie. Non, mais je vais pas parler. Juste, j'ai rien à dire de plus intéressant que ça. Il y a un cocktail au fond, si vous voulez vous y diriger et en profiter. Et on devra partir à 18h de cette salle. Merci.